Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième partie consacrée au modèle relationnel et aux bases de données du DIU. Alors, dans la première partie, on avait parlé des bases du modèle relationnel et on avait présenté le langage SQL pour les requêtes de sélection. Dans cette partie, on va se poser la question comment faire des bons schémas de base de données. On va voir un problème avec les anomalies, ensuite on fera un petit peu de théorie avec la théorie de la normalisation et les dépendances fonctionnelles. Ensuite, je présenterai qu'est-ce que c'est que normaliser et comment on peut obtenir des bons schémas. Et enfin, je parlerai de l'implantation dans la SGBD et des contraintes d'intégrité que propose SQL et qui sont la contrepartie de la théorie qu'on aura vue avant. Alors, tout d'abord, le problème qui va nous motiver, les anomalies. Alors, modéliser, c'est voilà, une activité qu'on retrouve dans plein de domaines, en mathématiques notamment. On veut euh, représenter le réel, mais d'une façon simplifiée, généralement dans un cadre donné. Donc ici, on veut représenter les données du monde réel dans le modèle relationnel, donc qui est fait d'attributs, de relations et de contraintes. Alors, on n'a pas trop parlé des contraintes jusqu'à présent, on va en parler. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les propriétés attendues d'une bonne modélisation et comment on les obtient. Alors, où est-ce que ça se positionne dans le programme de NSI? Alors, on avait parlé euh, du modèle relationnel relation-attribut. On avait passé un peu sous silence domaine, clé primaire, clé étrangère. Là, on va en parler un petit peu plus. Notamment les contraintes d'intégrité. Voilà, on va parler. Repérer les anomalies dans un schéma de base de données, là on est en plein dedans. Et système de gestion de base de données, on va parler un petit peu de certains aspects aussi par la bande. Mais, euh, mais l'essentiel c'est ça, voilà, contrainte d'intégrité, bon schéma. Alors, on va prendre un exemple qui est à peu près celui du TP que vous avez regardé pour la première partie. Je l'ai un petit peu simplifié. Donc on avait des étudiants, des unités d'enseignement, des inscriptions, on avait aussi des profs et une relation enseigne. Donc là j'ai gardé que la partie avec les étudiants, voilà, les numéros d'étudiants, non d'étudiants, l'adresse, le numéro d'UE, le titre de l'UE, et j'ai remplacé tout ce qui était les heures de cours par un attribut note qu'on imagine être la note d'un étudiant à une UE. Voilà. Donc ça, c'était un élément de vocabulaire qui avait déjà introduit, on appelle ça l'univers, l'ensemble de tous nos attributs, qui décrit des étudiants et des cours. Alors, on peut la façon d'aborder le problème, c'est la suivante. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir dans une base de données, de mettre finalement, avoir une unique relation, qu'on appellerait ici données, où il y aurait comme schéma tout U en entier. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que de décomposer ici en trois, c'est-à-dire c'est la décomposition que vous avez manipulée. Donc avoir regroupé ce qui concerne les étudiants dans une table, regrouper ce qui concerne les cours, il y a une petite typo, ça devrait être UE, dans une table, et avoir une relation d'inscription qui lie les deux. On, on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui est préférable dans la BD 2, qu'on n'a pas dans la BD 1, mais justement on va mettre le doigt dessus, l'expliciter, et je vais vous montrer pourquoi la première solution n'est pas la bonne. Alors, voilà, on va se poser cette question. Lequel de ces schémas est meilleur? Pourquoi? Selon quels critères? Donc on va prendre un exemple. On va prendre un exemple avec la BD, la première solution, qui consisterait à mettre tous les attributs dans dans la même relation. Donc on appelle ça là aussi la relation universelle, parce que l'ensemble des attributs, on l'appelle l'univers. Donc il y a une unique relation, donc c'est un cas dégénéré. Finalement, c'est comme si notre base de données, il y avait une seule table, et ça ressemble du coup pas mal à un tableur, en quelque sorte.
Donc on a nos attributs, et ici un petit jeu d'essai avec des valeurs. Donc finalement on a 3 étudiants, Jean, Emma et Paul. On a 3 UE, et on a les inscriptions, et on a la note associée de l'étudiant pour l'UE. Alors, on va avoir des problèmes avec une solution, telle que celle-ci. Et le premier problème qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle l'anomalie de modification. Alors ça, c'est l'anomalie qu'on voit assez facilement. Imaginons qu'on veut changer l'adresse de Jean. On veut dire qu'il habite, je sais pas, à Bordeaux. Ben, comme cette information, elle est présente ici et ici, on est obligé d'aller chercher toutes les occurrences de Jean dans la table et de les modifier toutes simultanément. Donc ça pose c'est un problème lié qui est à la redondance des données, et donc ça pose quand même un assez grave problème, parce que notre modification, elle est beaucoup moins atomique, et vous êtes obligé, alors que moralement vous auriez envie de modifier qu'une seule case, qu'une seule information du moins, vous allez être obligé potentiellement de parcourir toute la table, ce qui va prendre du temps, ce qui va créer des blocages. Et si vous ne le faites pas, ben, vous allez introduire des incohérences. C'est-à-dire que Jean, un coup il habitera à Paris dans certains endroits et à Bordeaux dans d'autres. Donc c'est absolument pas souhaitable. Donc voilà, ça c'est les anomalies. Premier type d'anomalie, c'est l'anomalie de modification. Comme on a des informations redondantes, modifier une ligne, ça peut nécessiter de modifier des informations sur d'autres. Une autre anomalie qu'on voit un peu moins immédiatement, de prime abord, c'est l'anomalie de suppression. Donc ici, on a lié deux choses qui pourraient être séparées, c'est-à-dire les unités d'enseignement et des étudiants. Donc, regardons, imaginons, on veut supprimer la dernière ligne, parce qu'en fait, Paul, il n'est plus inscrit à cette UE. Ok? Mais dans ce cas-là, on a perdu l'information que l'UE qui s'appelle CS24, son titre c'est BD1. Donc là, on est dans un problème, c'est que en supprimant finalement une information qui était le fait que Paul était inscrit à une UE, on supprime les infos concernant Paul, et on supprime aussi un truc qui n'a rien à voir, ou si Paul, je sais pas, n'est plus inscrit par exemple, donc ça serait censé. Par contre, on a perdu aussi le fait que le titre de CS24 c'était BD1. Donc ça, c'est un problème, donc c'est une anomalie de suppression, certaines informations dépendent de l'existence d'autres informations. Et le dual, en quelque sorte, c'est l'anomalie d'insertion. Mais si on veut juste ajouter une information, le fait qu'on a un nouvel étudiant inscrit, mais on ne sait pas encore dans quel lieu il est inscrit, on sait juste qu'on a un étudiant, ou symétriquement si on avait une nouvelle UE sans inscrit, et bien, si on manipule une base de données comme celle-ci, on va avoir un problème, c'est que là, on ne sait pas quoi mettre. On sait que Évariste existe et qu'il habite à Aubenas, son numéro d'étudiant c'est 145, mais pour l'instant il est écrit à rien, mais si on veut le mettre dans la base, on est obligé de mettre des nuls ou quelque chose. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'anomalie d'insertion. On ne peut pas enregistrer un tuple sans avoir la connaissance de toutes les informations qui lui sont liées, et ça nous génère des valeurs manquantes. Donc ça, c'est des choses que vous avez peut-être pu voir dans certains tableaux Excel pas très bien faits. Alors comment décrire tout ça? Le moyen qui va nous permettre de dire que ce problème ne survient pas, de le caractériser, ça va être l'étude des dépendances, en particulier des dépendances fonctionnelles. Alors il y a d'autres types de dépendances, mais je ne les présente pas ici, et la normalisation. Alors, on va faire la théorie de la normalisation, on va dire en version condensée, sachant que voilà, j'ai mis quelques pointeurs sur le GitLab, notamment des cours qu'on fait en licence et en L2 et en L3, où vous pourrez aller voir plus loin, mais l'idée c'est de vous apporter une partie utile, de ne pas faire de la théorie pour la théorie, mais de vous apporter une partie utile et qui va justifier la réponse de tout à l'heure, qui est que notre schéma où on met tous les attributs, il n'est pas terrible.
et on va parler des dépendances fonctionnelles. Alors c'est la forme la plus fréquente de dépendance, et elle va formaliser la notion de clé, qui est donc une notion très importante dans les bases de données, qui est implantée dans la GBD, donc on va faire le lien quand même avec la pratique, et qui nous permet de caractériser les bons schémas, donc typiquement sans redondance. Donc alors, une dépendance fonctionnelle sur un schéma de relation, donc c'est un sous-ensemble de l'univers, c'est une expression. Alors on note avec une flèche, x donne y, où x et y sont des sous-ensembles des attributs de R. Donc on va dire un petit peu de vocabulaire, une DF est triviale si y est contenu dans x, et une DF est standard si x n'est pas l'ensemble vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, pour l'instant, c'est juste une notation, c'est juste la syntaxe des dépendances fonctionnelles. Quel est le sens qu'on peut conférer à ces expressions? Alors, je mets quelques éléments de formalisation du modèle relationnel. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit jusqu'à présent. U, c'est un ensemble d'attributs. Alors D, c'est un domaine, on n'avait pas trop parlé, c'est les valeurs qu'on va mettre dans les cases. Et R, relation, ou plutôt schéma de relation. J'ai dit relation dans la première vidéo, mais on va dire plutôt schéma de relation, c'est ce que je dirais ici. R, c'est un sous-ensemble des attributs. Un tuple de R, on peut le présenter comme le produit cartésien, mais comme R est fini, on peut dire aussi que c'est une fonction. À chaque attribut, on lui associe une valeur dans le domaine. Une instance de R, c'est un ensemble fini de tuples. Donc ça c'est juste on précise un petit peu ce qu'on a dit dans la première partie. Et il y a un élément qui est très important, c'est la projection. Alors on le note comme ça, donc ça on va s'en servir un peu par la suite. C'est finalement la restriction du tuple à un sous-ensemble des valeurs. Donc si par exemple dans notre relation on a le numéro d'étudiant, le nom d'étudiant et l'adresse, ben, c'est ce qui correspond un peu au select en SQL. On peut ne garder que le numéro, ou que le numéro et le nom, ou que le nom et l'adresse, par exemple. Voilà. Ça, c'est la restriction. On va moralement, enfin, intuitivement, on enlève des colonnes dans la table, et donc dans le tuple. Donc, ce qui correspond mathématiquement si on dit qu'un tuple, c'est une fonction, des ensembles d'attributs de la relation sur le domaine des valeurs, c'est simplement la restriction usuelle. Alors, la notion de dépendance fonctionnelle, on va dire qu'une dépendance fonctionnelle est satisfaite, alors par une instance, donc on l'écrit comme ça, si, dès qu'on a deux tuples, dès qu'ils sont d'accord sur la valeur de x, alors aussi ils doivent être d'accord sur la valeur de y. Alors, on voit qu'il y a une notion de fonction qui se cache derrière. Il y a une intuition proche de l'implication logique de fonction. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a repris la même notation. Et vous allez le voir sur un exemple. Alors, si on prend notre base de tout à l'heure, on veut chercher les dépendances fonctionnelles. Donc, on veut chercher les couples d'ensembles d'attributs, tels que, quel que soit le choix des tuples que je fasse dans ma base, s'ils sont d'accord sur la partie gauche, je verrai qu'ils sont aussi d'accord sur la partie droite. Donc par exemple, si je prends numet et non-et, j'ai effectivement numet qui détermine fonctionnellement non-et. En effet, quelle que soit la combinaison que je prenne, donc ici ça pourrait être T1, là ça serait T2, 3, 4 et 5, quel que soit le choix que je fasse, si on a la même valeur sur numet, on a aussi la même valeur sur le nom. Donc c'est cette idée que numet identifie un étudiant et en particulier détermine son nom. Donc ce que j'ai en... Pourquoi on parle de dépendance fonctionnelle? Pourquoi l'intuition c'est celle de fonction? Mais en fait, ici, ça, c'est le graphe de la fonction, d'une fonction, qui à un numéro donne un nom. Voilà. Donc c'est un cas particulier de fonction. Donc vous avez une dépendance fonctionnelle si finalement quand la restriction de votre relation aux attributs x et y, eh ben, c'est le graphe d'une fonction au sens mathématique du terme. Donc ici, on en a une. Alors on a aussi, si on prend le numéro d'étudiant et le numéro du E, en fait, on arrive à déduire la note, mais même plus que ça, on arrive même à déduire le titre,
Parce qu'on a déjà le fait que si j'ai l'UE, j'ai le titre. Ici, si j'ai le numéro d'étudiant, j'ai son nom. Si j'ai le numéro d'étudiant, j'ai son adresse. Et ici, si j'ai ces deux-là, j'ai celui-là. Donc avec ces deux, finalement, on peut déduire note, et donc quelque part, on peut déduire tous les attributs. Après, vous avez ici des dépendances qui sont vérifiées, qui sont un peu plus surprenantes. Par exemple, le fait que, connaissant l'adresse, je puisse déduire le numéro d'étudiant. Donc, effectivement, si je considère juste ça et ça, j'ai bien une fonction qui a une ville, me donne un unique numéro d'étudiant. Donc à Paris, ça donne 124, à Lyon, ça donne 456, et à Marseille, ça donne 789. Alors, là, c'est vrai dans les données. Par contre, c'est vrai que cette dépendance, elle fait peu de sens sémantiquement, parce que si on la regarde, enfin si on l'interprète, ça voudrait dire que si je connais l'adresse, et si l'adresse c'est juste une ville, je connais le numéro d'étudiant, ça voudrait dire qu'il y a au plus un étudiant par ville. Et ça, vous êtes d'accord que c'est quand même assez bizarre. Donc c'est vrai dans les données, mais sémantiquement, c'est pas vrai. Alors, si on reprend en fait la définition de dépendance fonctionnelle, si on regarde ici, ben, en fait, l'instance qui est vide ou l'instance qui ne comporte qu'un seul tuple, ben, en fait, elle vérifie toutes les DF possibles. Hein. Donc, vous voyez le cas dégénéré que ça peut donner. Bon, en effet, pour tout T1, T2, ben, si c'est vide, ben, c'est tout le temps vrai, et pour tout T1, T2, s'il n'y a qu'un seul tuple, ben, effectivement, T1 de x égale T1 de x, et T1 de y égale T1 de y, c'est trivialement vrai, donc c'est pour ça, ici, qu'on disait que l'ADF est trivial. Alors l'ADF est standard si x est non vide, alors pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire que x soit vide? C'est-à-dire, je connais rien, et je peux déduire, par exemple, le numéro d'étudiant. Alors, on réfléchit un petit peu. En fait, ça veut dire qu'une fonction en maths qui prendrait rien et qui vous renverrait, par exemple, ici, je ne sais pas, un entier, en fait, c'est un élément de n, c'est juste une constante. Le cas particulier de la fonction qui ne prend pas d'argument, ça désigne juste un élément de n. Donc ici, si je dis que l'ensemble vide détermine fonctionnellement mumet, ça voudrait dire que ma colonne est constante. Donc l'EDF non standard impose des contraintes ultra fortes. Plus la partie gauche est réduite, plus ce sont des contraintes fortes. Plus la partie gauche est grande, plus ce sont des contraintes faibles. Et en particulier, si c'est R tout en entier, ça n'impose rien. Voilà, alors pour faire des contre-exemples, le numéro d'étudiant ne donne pas le numéro du E. Donc effectivement, si on regarde cette colonne-là et cette colonne-là, les étudiants peuvent être inscrits à plusieurs UE. Donc si on regarde par exemple 1, 2, 4, il est inscrit à F234 et aussi via cette ligne, à M321. Donc on n'a pas une fonction qui à numet donne numue, donc on n'a pas de dépendance fonctionnelle. On n'en a pas d'ailleurs non plus dans l'autre sens. Par exemple, si on regarde F234, on voit qu'il y a deux personnes, donc on n'arrive pas à trouver une fonction, on n'arrive pas à trouver non plus une fonction qui a une UE, donne une unique note, et ainsi de suite. Alors, à partir de ça, on peut définir la notion de clé, qui est donc une notion très importante en théorie et en pratique. Alors, on peut le définir de deux manières équivalentes. Une clé est un ensemble d'attributs, donc une clé de la relation, ce sera un ensemble d'attributs qui ne prend jamais deux fois la même valeur. Donc ici, effectivement, si on regarde le couple composé de numet et numue, on n'a jamais un tuple on n'a jamais deux tuples différents avec la même combinaison. Donc ça nous permet d'identifier uniquement une ligne. Plutôt que de dire c'est T0 ou T1, on peut dire c'est identifié par numéro 1 de 4 et numéro du E 234. Donc une autre façon de le dire, c'est que c'est un ensemble d'attributs qui détermine toute la relation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la clé primaire?
Donc des clés, il peut y en avoir plusieurs dans la relation 1. Une clé primaire, mais c'est une clé parmi d'autres, qu'on appelle les clés candidates, qu'on a choisies pour sa simplicité ou son aspect naturel. Alors, c'est sémantique, ça dépend un peu du domaine, métier dans lequel vous êtes, de ce que vous voulez modéliser. Alors, pourquoi on introduit cet outil qui est les dépendances fonctionnelles? Ben, on va s'apercevoir qu'on peut s'en servir pour dire ce que c'est qu'un bon schéma. On va pouvoir caractériser un bon schéma comme étant un schéma qui respecte certaines dépendances fonctionnelles, mais pas d'autres. Alors, pour résoudre ce problème des anomalies, on va normaliser la relation et on va s'appuyer justement sur les dépendances fonctionnelles, et elles vont nous permettre de définir formellement, on ne va pas aller dans tous les détails, mais on peut le faire, la notion intuitive de bon schéma. Bon, l'idée générale étant que pour qu'il n'y ait pas de redondance et qu'il n'y ait pas d'anomalie, il faut que les dépendances fonctionnelles qui restent dans vos tables, ce soient des clés. Ici, si on reprend l'exemple, un des problèmes qu'on voit, ben, c'est que numet donne non-het. Ok? Donc on a une dépendance fonctionnelle, on a un morceau fonctionnel ici. Mais il n'a rien à voir avec ce morceau-là. Ok? Numet, c'est pas une clé, et pourtant numet donne non-het, et il suffit que de ça. Et là, ça, c'est le signe qu'on a un problème, et c'est ce qu'on va décrire tout à l'heure. Alors, les formes normales, il y en a toute une panoplie, on va dire, et elles vont de forme une forme très générale, qui est la 1fn, qui n'impose en fait pas grand-chose, qui dit qu'on est dans le modèle relationnel, plus ou moins, et on va durcir les contraintes jusqu'à avoir de moins en moins d'anomalies. Alors, ces formes normales-là, 4, 5 et plus, elles vont pas nous intéresser ici, et en pratique, elles intéressent les gens de toute façon assez peu, parce qu'elles font intervenir autre chose que des dépendances fonctionnelles, d'autres types de dépendances. Celle qui va nous intéresser le plus, en fait, c'est celle-ci, c'est la BCNF, donc Boy's Code du nom de deux personnes, normale forme, FNBC, en français. Donc, il faut imaginer, plus vous allez vers le noyau, et plus votre schéma est restrictif, plus il impose des contraintes fortes, et moins vous avez d'anomalies. Et ici, on y est tout le temps. Alors, je vais vous les donner, ces définitions. Donc, dans toutes ces définitions, on dit que R est un schéma de relation, et on s'est donné un ensemble de dépendances fonctionnelles définies sur R. Alors, c'est pas forcément les dépendances qu'on a retrouvées dans les données concrètes, non, c'est plutôt, il faut se dire que c'est les dépendances qu'on voudrait. Donc, on va dire qu'un schéma est en forme normale n, donc ici on va avoir 4, si tous les schémas, si tous les schémas de toutes les relations qu'ils composent sont effectivement en forme normale. Alors, des contraintes de plus en plus restrictives. Première forme normale, toutes les valeurs des attributs sont atomiques. Alors, dans le modèle relationnel, c'est une hypothèse. Alors, les SGBD permettent de faire des choses où c'est pas atomique. Mais voilà, donc on va dire qu'on est dans le cas. Alors là, on va dire qu'on est en 2fn. Si chaque fois que vous avez une dépendance, vous n'avez pas une autre dépendance avec un sous-ensemble de la partie gauche. Donc, autrement dit, là, notre relation tout à l'heure, elle n'était pas bonne, parce que vous avez... notre relation n'était pas en 2fn. La 3fn, c'est que vous ne voulez pas qu'il y ait de transitivité. C'est-à-dire, si de A je peux déduire B et de B je peux déduire C, ben en gros, ça veut dire qu'il faut couper en deux. Okay, alors, ces formes normales, alors on peut faire plein d'exercices, de la théorie, des preuves, mais celle qui va nous intéresser le plus,
c'est la forme normale de Boy's Code, et en plus, elle est plutôt facile à retenir. C'est chaque fois que vous avez une dépendance fonctionnelle, la partie gauche, c'est une clé. C'est-à-dire que si vous arrivez à déduire un attribut, c'est qu'avec la partie gauche, en fait, vous arrivez à tout déduire. Et donc, vous voyez, c'est de plus en plus fort. Donc, il y a les exemples, c'est plutôt des contre-exemples pour vous montrer quand est-ce qu'on n'est pas en 2FN, quand est-ce qu'on n'est pas en 3FN. Donc ici, on sent bien hein, que là, ben, si vous avez A, B donne C et B donne C, ben, on peut simplement garder B donne C. Celui-là, ça sert à rien, et ça, on va pouvoir le mettre de côté dans une relation en lui. Là, c'est un petit peu pareil, on va pouvoir couper en deux. Et ici, alors ben, c'est un petit peu plus compliqué, on a une limite. On a un peu du mal à le couper, il faut faire un choix. On pourra en parler un peu plus en détail. Alors, la forme normale de Boy's Code, on peut dire en un certain sens que c'est une forme idéale. Donc le slogan, c'est la clé, toute la clé, rien que la clé. Et on pourrait prouver la propriété suivante. Donc ça nous demande de formaliser la notion de redondance. Donc ici, j'ai donné une formalisation de la notion de redondance. On pourrait aussi faire pour la notion de mise à jour, bon j'ai mis entre parenthèses parce que je ne l'ai pas fait, je voulais pas trop rentrer dans ces détails et assommer, mais on va dire qu'il y a une redondance, en fait, si on a une dépendance fonctionnelle, et qu'on a deux tuples différents qui sont d'accord sur X et A. Donc ça c'est exactement le cas qu'on a illustré tout à l'heure. J'ai une dépendance, le numéro me donne le nom, et j'ai deux tuples différents où il y a, bon, par exemple, qui concernent le même étudiant, mais par contre il est inscrit à deux lieux différents. Voilà, c'est typiquement un cas de redondance. En gros, ça veut dire qu'on a dupliqué ici l'information A. Si on a ça, c'est qu'on a dupliqué l'information A. Et la propriété donc très importante de la FNBC, si on met, si toutes les DF sont de la forme où la partie gauche est une clé, ben, on n'a plus ces problèmes de redondance. Voilà, donc c'est ce qu'on va viser. Ou de problèmes d'anomalie si on définissait anomalie. Si de problèmes de mise à jour, si on définissait les mises à jour. Alors voilà, on va reprendre l'exemple. Si on identifie là, les DF qu'on avait tout à l'heure, donc on peut isoler le fait que le numéro d'étudiant nous donne le nom et l'adresse, on peut isoler le fait que connaissant l'UE, je déduis le titre, ok, donc celui-là, je déduis celui-là, celui-là, et par ailleurs, connaissant celui-là, je déduis celui-là, et si j'ai les deux numéros, je peux déduire la note. On voit en ayant fait cette analyse des dépendances fonctionnelles, on voit déjà en fait le bon schéma apparaître, en quelque sorte. Et c'est une façon justement de normaliser les schémas. C'est ce que je vais montrer, c'est ce que je vais décrire tout à l'heure, dans une deuxième partie de la vidéo, où je vais expliquer comment, à partir de dépendances fonctionnelles, on peut obtenir des bons schémas, et une autre méthode pour arriver à avoir des schémas de bonne qualité. Voilà, fin de la première partie.